bonsoir à tous, merci beaucoup, toujours beaucoup de monde, ça fait plaisir. Donc, de tradition, je vous fais une petite présentation de l'actualité de la Fondation. Nous recevons bien sûr Filippo Monteglione, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc, les nouveautés de début d'année, c'est le site internet qui est mis en route et sur lesquels vous aurez vous pouvez voir toutes les conférences qui ont été données, les 6 conférences qui ont été données, et dans quelques jours celle de Filippo, bien sûr. Et également tous les projets que nous avons en route. Également les 5 workshops de 2016, dont 2 démarrent tout de suite. Démarre dès demain le workshop qui s'appelle Bien vivre à Charleroi, et qui donc, avec l'Université de Liège. Demain, on lance le workshop demain, c'est Charles qui va sur place, qui fait partie de l'équipe. Et on a également un workshop mixité générationnelle en Chine que nous avons lancé à Shanghai, donc avec le China Studio de l'école de design de Nantes Atlantique, avec notre présidente Emmanuelle Loulimin qui est ici. Donc voilà, et puis les autres vont se dérouler dans l'année 2016, donc l'année 2016 sera on va un peu faire travailler les autres. Là, le grand événement de cette année sera l'exposition en juin. Donc nous avons une exposition du 6 au 26 juin, qui sera ponctuée par 3 tables rondes. Une table ronde sur chacune, le 7, le 14 et le 21, chacune sur un des thèmes de la Fondation. Vous savez qu'il y a une triptyque de la Fondation, c'est architecture, santé, environnement. Et ces 3 tables rondes seront donc axées sur ces 3 thèmes et nous permettront de faire 3 petites inaugurations de cette exposition. Donc ça vous permettra de vous adapter soit au sujet, soit à la date qui vous convient. Vous n'aurez donc aucune excuse de ne pas être là, de ne pas venir nous voir. Voilà. Alors, cette exposition sera l'occasion de l'édition du livre Bien vivre la vie, qui a déjà été édité en interne par la Fondation, mais qui va être cette fois édité par les éditions Archistorm. L'exposition se fait chez Archilib, donc dans les bureaux d'Archistorm, c'est le boulevard de la Villette. Et donc, il y aura bien sûr, après l'exposition, un petit réapart qui sera édité dans la revue Archistorm. Je crois que Marc Sotro est là, il est avec nous, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Voilà. Alors, le format, je vous ai mis les photos de tous nos intervenants, aujourd'hui et futurs également. Donc, le format sera vraiment un questionnement sur notre thème qui est un petit peu la ville durable, la ville autonome, le milieu, je dirais, durable, et à travers tous nos invités qui sont là et que nous allons, en fait, ils ne se sont jamais rencontrés, et nous allons les faire se rencontrer à travers des montages. Vous savez que tous nos entretiens sont filmés, sont mis après sur YouTube avec bien sûr l'accord de l'intervenant. Et en fait, nous nous sommes rendus compte en revisionnant toutes ces conférences, c'est que tous disent des choses très intéressantes, et en fait, s'ils avaient été ensemble, ils auraient pu dialoguer et susciter un certain nombre de questions et un certain nombre de réflexions intéressantes. Alors nous allons jouer, nous amuser à les mettre ensemble artificiellement. Et puis donc, vous verrez, ça fera un montage qui vous permettra de voir un peu le cheminement dans lequel nous allons. Voilà, il y aura donc également une exposition sur tous nos travaux, sur les travaux de la Fondation, les projets, tous les travaux actuels de la Fondation. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous recevons Filippo Monteglione pour son livre Patient, réveillez-vous. Je lui disais que je l'ai lu trop tôt, je l'ai lu à l'hôpital en juillet, et puis j'avais un peu oublié, j'étais obligé de refeuilleter un peu. Parce que j'ai corrigé sa bibliographie, puisqu'il n'est plus, il a été directeur général de santé pendant 14 ans, mais il ne l'est plus depuis l'année dernière. Et donc, en fait, ce que j'ai retenu du livre, c'est le mot patient, bien sûr, c'est-à-dire le mot patient qui est au centre. C'est vrai qu'aujourd'hui,
c'est le grand sujet. Est-ce le patient qui doit aller vers la santé ou la santé qui doit vers le patient? Et puis, le questionnement qu'on a fait à travers aussi tous nos débats sur l'hôpital. Est-ce que l'hôpital doit rester l'hôpital cathédral d'aujourd'hui ou doit plutôt, avec l'ambulatoire, devenir un lieu qui s'intègre beaucoup plus à la ville, qui revienne dans la ville en fait, puisqu'on l'a plutôt sorti pour des questions de problèmes fonciers, alors qu'à l'époque on le sortait de la ville pour les problèmes sanitaires, pour éviter les épidémies. Et aujourd'hui, donc, j'ai découvert dans Wikipédia qu'il y avait un mot qui arrivait beaucoup qui s'appelle action, c'est-à-dire le patient actif. Il paraît que c'est un nouveau terme qui, comme quoi le vocabulaire s'adapte aux mœurs, puisque aujourd'hui, effectivement, les patients se sont de plus en plus informés, vont sur Internet, se renseignent, sont de plus en plus pertinents, posent des questions désagréables aux patriciens, et tout ça, voilà, fait que la santé est obligée de s'adapter, et c'est ce qu'avait pressenti un petit peu Philippot, puisque c'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci déjà merci de cette introduction et merci de m'accueillir ce soir. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous, d'abord parce que je suis chez AIA, la Fondation AIA, donc je me sens un peu comme une réunion des familles, parce que à force d'avoir partagé des moments, des voyages d'études, des réflexions sur l'hôpital, sur les patients et sur la relation du patient à l'hôpital, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de réflexions qui je dirais, sont dans ce livre, vient aussi de notre expérience, de nos expériences communes, et je reviendrai sur cet aspect. Alors, bon, souvent, la première question, c'est comment j'en suis arrivé là. Au fond, à considérer qu'il fallait exhorter les patients à se réveiller, à prendre en main leur propre parcours de soins et à être l'aiguillon qui essaie de transformer, de faire bouger les lignes et transformer l'hôpital. En fait, en réalité, c'est un peu un constat d'échec qui est à l'origine de ce livre. En fait, j'essaie de faire un peu un historique très bref pour vous expliquer comment j'ai réfléchi à tout ça. En fait, en réalité, au départ, c'était justement lors des voyages aux États-Unis, en particulier que nous avons fait ensemble avec AIA, visiter un certain nombre de structures et d'organisations, dont la Cleveland Clinic, qui m'avait beaucoup marqué, et qui avait effectivement, je dirais, développé beaucoup les concepts du patient, je dirais d'un point de vue très marketing, mais de la satisfaction du patient, du service, de la culture du service qu'il fallait développer à l'hôpital, et en tout cas dans ces organisations. Et en fait, quand je suis revenu, au départ, j'étais en charge en fait, d'organiser une réunion de management ingénieur de santé pour développer les nouveaux plans stratégiques. Alors ça doit être en 2006-2007. Et j'avais écrit une petite histoire de Madame Dupont, qui était un patient virtuel qui allait se faire soigner et qui, dans son parcours de soins, faisait face en fait, à un certain nombre de challenges et des barrières, notamment des communications, des relations, d'organisation. Et finalement, j'ai décrivé cette expérience de cette patiente, de Madame Dupont, en expliquant en fait que ça pouvait se passer dans 10 ou 15 ans, dans le futur, et en fait en réalité en disant que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait, à l'époque, à la Cleveland Clinic. En fait, tout ça pour dire que l'objet même de cette réflexion, c'était à la base une réflexion stratégique. Et puis, ça a été mis à jour dans les cadres en fait, de différentes réflexions que nous avons fait pour effectivement bâtir les nouveaux plans stratégiques, et ça c'était il y a quelques années, donc plus récemment. Alors, quelle est en fait, l'idée centrale? C'est difficile en fait de parler de tout ça, et je pense que ce qui est important aussi pour avoir un échange, mais l'idée centrale c'est en fait fondamentalement, c'est que nous, dans nos organisations, dans le monde de la santé,
nous sommes tous, nous disons tous la même chose, et je dirais même, en fait, que ce soit la pharma, les acteurs de la pharmacie ou tous les acteurs qui gravitent autour du système disent, pour nous, les patients au centre de notre dispositif, c'est la priorité, etc. Ce qui est pas faux, en soi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'à la fin des fins, on est tous là pour soigner des patients, pour améliorer la condition de vie, pour améliorer les résultats cliniques et pour permettre qu'ils puissent reprendre une vie meilleure, ou en tout cas pour donner l'espoir de vie meilleure. La réalité pratique est très différente. Et en fait, je dirais ce qui est... Alors moi, je l'ai dit d'ailleurs dans l'introduction, je suis pas médecin, je n'ai pas fait mon école d'administration, donc je ne suis pas fonctionnaire de l'administration de la santé, je ne suis même pas français, en fait, même si ça fait 25 ans que je suis en France. Donc ça m'a permis peut-être d'observer avec peut-être plus de détachement, tout en respectant les valeurs qui sont fondamentales. Et ces constats d'échec à la base de cette réflexion n'a rien à voir avec l'organisation dans laquelle j'ai passé presque 15 ans et qui m'a permis de découvrir ces formidables et magnifiques mondes de la santé qui est justement peuplé des personnes dont certains sont dans la pièce, qui sont formidables et passionnés. Mais c'est vraiment les constats sur cette désorganisation, sur ce décalage qui s'est produit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un décalage qui est plus important aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a quelques années? Pour moi, la réponse est oui. La réponse est oui pour une raison très simple. C'est qu'en fait, quand vous avez la chance professionnelle et les malheurs personnels de vous retrouver dans un lit d'hôpital, d'une clinique ou d'un hôpital que vous gérez ou qui fait partie d'un groupe de cliniques et d'hôpitaux que vous gérez, vous vous rendez compte qu'en fait, tous les plans stratégiques que vous avez faits, les réunions internes, l'organisation, la focalisation, les team building, tout ce que vous voulez pour essayer d'arriver au chevet du patient et améliorer ses conditions, finalement, ça ne produit pas forcément ce que vous pensiez ou ce que vous espériez. Alors, il y a différentes raisons. D'abord, je pense que la principale chose à dire, c'est qu'en fait, il y a en fait dans le monde de la santé aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, je dirais des personnes qui, comme je le disais, sont des passionnés, extrêmement intelligents. Si on prend dans la salle toutes les personnes qui s'occupent de la santé, je dirais individuellement, il y a une somme d'intelligence formidable dans cette salle, comme dans n'importe quelle réunion qui concerne, je dirais, la santé, dans laquelle vous avez des professionnels de santé, des paramédicaux, des hauts fonctionnaires, des gens qui sont en général extrêmement brillants et extrêmement préparés. Et ça, c'est probablement plus vrai que dans d'autres secteurs économiques. En fait. Donc vraiment, la somme des intelligences dans ces secteurs est vraiment extrêmement importante. Et en fait, cette somme des passions et d'intelligence ne produit pas forcément un résultat à la hauteur de ce qu'elle devrait, et c'est essentiellement un problème des mises en œuvre, d'exécution, des réglementations parfois. Donc c'est un problème pour moi, je dirais, dans la traduction dans l'acte. C'est-à-dire que moi je dis souvent, c'est qu'en fait individuellement on est tous formidables, collectivement on est relativement mauvais. Alors cet décalage est aussi lié à un autre facteur pour moi, c'est qu'en fait les patients ont évolué de manière importante. Donc on était dans un système qui a été structuré en Europe ou dans les pays occidentaux autour de la pathologie aiguë essentiellement, et donc autour d'un patient d'un jour ou d'une nuit ou d'un moment, d'un instant. Et donc toute la structure hospitalière française en particulier, mais dans la plupart des pays, est vraiment concentrée autour de ça. Et je dirais probablement en France, c'est plus vrai qu'ailleurs, parce qu'il y a ce qu'on dit souvent l'hospitalocentrisme, qui était vraiment un élément qui probablement, encore une fois, a des origines historiques, mais qui a été fait aujourd'hui, en fait, en tout cas, on s'est rendu compte à dépense de la médecine des villes et des besoins territoriaux, je dirais, du premier niveau, du premier écho, comme on dit dans d'autres pays. Alors que d'autres pays, je dirais, cette fracture entre la ville et l'hôpital est probablement moins forte. De toute manière, cette construction, je disais, elle a été faite autour de cette construction historique,
qui servaient à soigner les patients d'un jour, comme je disais, alors que nous sommes aujourd'hui les patients tous les jours. Nous sommes des patients d'une vie, donc toute notre vie est consacrée en fait à une pathologie. Il y a des pathologies chroniques qui se sont développées et qui font que finalement, et puis je dirais les progrès technologiques font qu'on vit plus longtemps avec la maladie. Donc je dirais, que ce soit les progrès technologiques, que ce soit l'épidémiologie ou l'évolution des pathologies, on se retrouve aujourd'hui dans un besoin et dans une attente de la part du patient qui est très différent par rapport à celle pour laquelle on avait construit ces réseaux. Un deuxième élément, effectivement, les patients est différent parce que c'est un consommateur. Et quand je dis, en fait, on reviendra peut-être sur ces concepts des patients clients, moi j'y crois beaucoup. Je suis revenu ici à un taxi, en fait je suis venu avec un Uber pour dire les choses clairement. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui les rapports à la mobilité ont beaucoup changé. Uber n'est pas une société de taxi, c'est une société qui réfléchit autour de la mobilité. Airbnb réfléchit autour de l'hébergement et du voyage, etc. Donc il y a un certain nombre d'entreprises qui ont, je dirais, pris ils ont pris ce virage technologique, numérique, digital, et ils ont transformé la relation au consommateur. Et j'étais même ce week-end avec un ami qui est en train de monter une plateforme collaborative pour des citoyens, pour essayer d'exercer une pression vis-à-vis des politiques et de créer justement une caisse de résonance pour essayer d'amener, que ce soit au niveau local ou au niveau national, les politiques à comprendre où il faut aller et essayer de pousser dans la direction d'une force qui vient du bas. Donc ça veut dire que ce qu'on appelle dans la médecine ou dans le secteur de la santé les patient empowerment, c'est-à-dire en fait l'appropriation du patient de son propre parcours de santé, de sa propre vie en tant que patient, en fait on les retrouve dans tous les secteurs, au point où on en parlait justement avec des amis qui sont dans ces secteurs de l'économie, dans les années à venir, probablement nos enfants, ils auront un comportement vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des services, vis-à-vis de l'économie qui sera très différent. Donc on parle de l'économie de partage qui pose un certain nombre de problèmes du rôle des gouvernements dans cette réglementation, mais qui au fond, et ce qui m'intéresse, en tout cas ce qui intéresse cette réflexion autour de la santé, donne le pouvoir à celui qui est le consommateur. Donc les consommateurs reprennent les pouvoirs. Alors dans le secteur de la santé, ceci est un peu plus compliqué. Plus compliqué parce qu'on n'est pas dans un rapport des forces ou des relations équilibrées à la base. C'est-à-dire qu'en fait, on est plus vulnérable. On est dans une situation dans laquelle on est face à la maladie, fait plus vulnérable, non pas par rapport au fait qu'on est dans une condition ou par rapport à notre capacité, mais parce que notre capacité est amoindrie. Donc en fait, on est devant les médecins, devant l'hôpital, dans cette vulnérabilité. Et c'est à ce moment-là, en fait, cette possibilité d'être augmentée par la technologie nous redonne la force de se retrouver dans un rapport équilibré ou différent par rapport à un modèle qui historiquement on définissait des paternalistes, donc entre les médecins et son patient, et qui deviendra de plus en plus un rapport, on dit délibératif, voire collaboratif. Et donc ça, c'est un autre élément qui fait que ce décalage a augmenté. Donc c'est entre les attentes, les besoins des patients, leur capacité de communiquer, d'interagir avec le monde qui est le nôtre, et l'hôpital et les médecins. Donc face à ça, il y a aussi une évolution comme je disais, de la typologie de la prise en charge, pour revenir en fait à des questions qui nous ont, je dirais, passionnés dans un certain nombre de débats avec Aya, notamment autour de la conception même de l'hôpital, de son espace, de sa relation avec la lumière, les matériaux, la mobilité au sein de l'hôpital. En fait, on voit très bien que quand on va à l'hôpital, au sens, je dirais, plus générique du terme, hein, qui peut être bien une structure des soins qui n'est pas forcément un hôpital, on a tendance à voyager, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les patients qui s'adaptent à l'hôpital et non pas l'hôpital qui s'adapte aux patients. Alors, ça va des barrières architecturales, au problème des mobilités réduites, mais ça va aussi au fait qu'en fait, vous allez faire un examen dans un endroit et puis on vous dit, bon, il faut aller de l'autre côté de l'hôpital, et puis il faut revenir demain, et puis il faut repartir la semaine prochaine, etc. Donc, en fait, c'est les patients qui voyagent,
et c'est les patients qui s'adaptent. Et en fait, justement, aux États-Unis, on commence à voir, et fait dans d'autres pays aussi, en Europe, des hôpitaux qui sont construits autour d'une pathologie, ou des services qui sont construits autour du besoin du patient. Et donc finalement, les patients restent dans un endroit, et ce sont les professionnels de santé, ou la conception même de l'hôpital qui est autour de lui, pour servir ses besoins et ses attentes. Alors ça, c'est donc cette problématique des voyages. Après, au sein de ces problématiques des voyages, il y a une autre problématique, parce que moi je mets l'accent plus sur des éléments qui concernent aussi un peu cette soirée, par rapport peut-être à d'autres, et je suis bien disposé à discuter, à avoir des échanges sur des questions. On est passé d'une structure qui était d'hébergement, parce que justement on passait du temps en lit, à une structure de traitement, donc qui est plus proche d'une plateforme dans laquelle en fait, on parle des plateaux techniques, donc c'est-à-dire on gère des flux, à une structure qui, moi je pense, celle des demandes, moi j'appelle l'hôpital interface, c'est-à-dire qu'en fait, sera peut-être plus dématérialisé, mais sera plus proche, c'est-à-dire en fait plus proche dans la relation. Parce qu'aujourd'hui, les vraies problématiques et les vraies attentes sont autour de l'interface, du dialogue, de la coordination des soins, de la problématique d'une discussion entre les patients et l'hôpital. Alors, nous, les professionnels, en fait, les gestionnaires de la santé, en fait, on est un peu prisonniers du concept de l'hôpital, et parfois on est même prisonnier de ces murs, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans notre forteresse et on a du mal à sortir de cette conception et de cet hospitalocentrisme. Et donc, moi, ce que je note, c'est que tout ça, ça a eu un certain nombre de conséquences. Alors, on dit que, mais finalement, on est bien soigné en France. Donc, à la fin, on pourrait dire que ce qui compte, c'est ça. Et en fait, d'abord, on ne sait pas. La réalité, c'est que moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on soit bien soigné en France, ou en tout cas qu'on ne pourrait pas être mieux soigné. Alors, on se base beaucoup sur cette grande déclaration qui était faite par l'OMS sur la France, c'est le meilleur système de santé du monde, ce qui probablement a fait des bêtises, c'est-à-dire qu'en fait tout ça c'est encore aujourd'hui dans la conception de beaucoup de gens qui disent bon finalement c'est le meilleur système de santé du monde. Alors vous savez quel est le deuxième meilleur système de santé du monde qui est dans le classement de l'OMS? C'est l'Italie. Alors moi ça me fait plaisir évidemment, mais sincèrement, spontanément, à l'époque, je n'aurais pas dit que l'Italie était le deuxième meilleur système de santé du monde. En fait, la réalité de ce classement, juste pour le casser un instant, c'est qu'en fait, on s'est basé beaucoup sur les questions d'accessibilité plus que de qualité. Alors, accessibilité, c'est un autre élément, on pourra en parler beaucoup, parce qu'on est obsédé par l'accessibilité en France et par l'accessibilité financière. Alors qu'en fait, la France reste les pays les plus accessibles au monde sur les plans des soins. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes d'accessibilité en France, parce que malheureusement, il y en a partout, mais ça reste quand même un pays très accessible. Est-ce que c'est les meilleurs d'un point de vue de qualité? La réalité, c'est qu'en fait, j'ai du mal à les dire, parce que justement, on ne les mesure pas suffisamment. Et en fait, les problématiques principales, et ça concerne tous les pays, et puis nous avons des experts de la qualité dans la salle qui étudient les indicateurs et qui passent leur temps en fait à être justement à l'aiguillon pour essayer de nous faire évoluer. Les problèmes en santé, comme on a du mal à mesurer la qualité, ou en tout cas on ne veut pas rentrer dans des questions de qualité qui peuvent avoir des conséquences, on en reparlera, en fait on mesure ce que les anglo-saxons appellent la compliance. C'est-à-dire en fait, j'avais un dirigeant de la santé qui m'avait dit un jour, chez Coutelier, on n'a pas de problème de qualité en France, nous avons la certification. Alors, ce qui est un peu vrai, c'est-à-dire qu'en fait, à défaut de pouvoir mesurer la qualité des résultats cliniques pour chaque patient, on mesure les process, la qualité des process. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'un process est un bon process certifié? Ça veut dire que déjà, c'est un minima qui est nécessaire pour faire de la bonne qualité et prendre en charge bien les patients. Moi, je me rappelle de quelque chose que je n'avais pas vu venir. Parce qu'en fait, dans tout ça, il y a les magazines, en fait, un certain nombre des classements qui sont arrivés un peu là-dedans. Et justement, comme les patients avaient un besoin et une attente d'avoir des classements, de savoir où ils étaient bien soignés, en fait, ils ont pris une place prépondérante au sein, je dirais, des attentes pour les patients et pour leurs attentes.
Et il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, justement, c'est une anecdote pour vous montrer à quel point il y a différence entre la compliance en fait, et la qualité. À un moment, il y a eu des classements qui étaient basés sur des scores, sur des indicateurs qui s'appellent ICALA, et qui étaient mis en place par les ministères pour effectivement éviter, pour réduire les risques d'infection nosocomiale. Et donc, en fait, à défaut de pouvoir mesurer les infections nosocomiales, les événements indésirables, qui sont par ailleurs en France à 85%, comme dans tous les pays, liés à des dysfonctionnements d'organisation, en fait, on mesurait qu'est-ce qu'on mettait en face pour pouvoir réduire ça. Et donc, il y a un indicateur qui m'avait frappé, et en fait, on n'avait pas vu venir ça, je l'avais senti dans la plupart des groupes d'ailleurs, des cliniques, c'est qu'en fait, pour mesurer, pour réduire les infections, ben, il faut se laver les mains, donc avec des solutions hydroalcooliques. Et donc, à défaut de pouvoir mesurer la consommation et l'utilisation de ces solutions, ben, on a pris comme indicateur l'achat, les taux d'achat de ces solutions. Et en fait, nous, on ne s'était pas trop inquiété, en fait, on n'avait pas regardé ça, donc les scores ils sont sortis, et en fait, tout le monde s'est retrouvé avec des B, des D, en fait, et donc la réaction normale de l'organisation, c'est de dire, bah, on va acheter plus de solutions hydroalcooliques, et comme ça, on va remonter dans les scores. Et malheureusement, je ne dis pas que c'est le résultat de tous ces processus. Les processus en soi, il est bon. En fait, les processus de mettre en place des indicateurs pour pousser les organisations à s'améliorer est bon. Mais la façon dont tout ça s'est traduit produit des résultats qui sont inefficaces, en tout cas sur les plans du résultat qu'on cherche. Donc, ces éléments, aujourd'hui, on ne se rend pas compte à quel point, d'un point de vue macroéconomique, par rapport à la France et à son système, produit des résultats, des compétitivités. Enfin, on parle souvent, et je sais qu'avec Aya, on parle souvent de cette problématique des compétitivités et d'attractivité. Je me rappelle, en époque, il y avait un flux migratoire extrêmement important des patients d'Italie qui venaient en France pour se faire soigner. Parce qu'effectivement, parfois c'était des voyages de l'espoir qui ne donnaient pas les résultats espérés, malheureusement. Mais c'était probablement l'une des premières populations des patients, des touristes médicaux à l'époque où on n'utilisait pas encore ces termes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la France n'est pas le premier pays de destination du tourisme médical. C'est-à-dire que les gens ils ne veulent plus se faire soigner en France parce qu'ils considèrent que, certes, c'est peut-être un bon système, certes, il y a peut-être des bons médecins, mais les barrières administratives, organisationnelles, des prises en charge d'organisation sont telles que finalement des pays qui n'avaient aucune tradition d'accueil des patients, comme l'Allemagne, voire la Turquie, aujourd'hui deviennent des plateformes, ou peut-être demain en Dubaï ou les Émirats, vont devenir des plateformes pour soigner des patients. Ça, c'est la première conséquence pour les patients qui viennent. La deuxième conséquence, c'est pour l'industrie de la santé française, on ne se développe pas à l'international, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exporter un savoir-faire alors qu'il y a un vrai savoir-faire. Mais les savoir-faire des soins n'est pas les savoir-faire d'organisation. Donc moi je mets l'accent sur cet élément-là. Alors ce n'est pas évidemment l'élément plus important, mais c'est intéressant parce que ça a des conséquences aussi économiques. Parce que les secteurs de la santé, c'est un secteur économique. Et je pense qu'il faut l'apprendre en tant que tel. Et il faut commencer à penser que dans un secteur économique, il faut mettre en place des systèmes concurrentiels. La concurrence, il faut la faire sur la qualité. La qualité, il faut la mesurer. Et il faut commencer à considérer les patients des clients au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'avant de payer, ils consomment un service. Et il faut arrêter de penser qu'en plus, on ne paye pas ces services, parce que ce n'est pas parce qu'on les paye de manière détournée ou ailleurs que ces services n'est pas payé. Et il faut commencer à rentrer dans cette logique. Je pense que c'est important. Alors dans tout ça, il y a les besoins que ces patients 2.0, patients connectés, patients acteurs, soient capables d'exercer ce pouvoir. Ça va être de plus en plus le cas. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point ça va très très vite. Ça va être très très vite. Il y a des nouvelles startups qui sont en train de bouleverser les comportements et l'organisation, typiquement dans des choses très banales comme la prise des rendez-vous. Aujourd'hui, il y a 5 ou 6 startups qui ne sont plus des startups d'ailleurs, qui vont prendre complètement la main sur la relation entre les professionnels de santé et les patients et qui vont être celles qui vont orienter les patients demain. Comme est en train de se passer dans un certain nombre d'autres cas.
Ça pose d'autres problématiques d'inégalité. On parlait d'accessibilité tout à l'heure. C'est vrai que l'accessibilité financière, c'est un sujet. Je pense qu'on a sous-estimé l'accessibilité, je dirais, un temps. En fait, on s'est basé en France beaucoup sur l'accessibilité financière et l'accessibilité géographique. D'ailleurs, dans les promesses électorales du président actuel, il y avait qu'il y ait un service d'urgence à moins de 30 minutes, ce qui en soi est bien, mais c'est absolument pas l'objet principal. Parce que si on arrive après 30 minutes dans un hôpital et on attend 4 heures avant que quelqu'un nous voit, vaut mieux faire 1 heure de route et être pris en charge en 10 minutes. Donc ça, donc la notion de temps, notamment grâce aux nouvelles technologies, va prendre, parce qu'on est dans une société de l'immédiateté, une société dans laquelle on veut consommer tout de suite, donc ça va prendre la relève sur la géographie et sur l'aspect financier. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est le temps. Ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément qui est en train de se produire, c'est qu'en fait, il y a des fractures culturelles, des barrières culturelles qui sont en train de se mettre, voire linguistiques, qui sont en train de se mettre en place, et qui seront accentuées par les nouvelles technologies. On parle souvent de la fracture numérique, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez fait tous l'expérience de se retrouver devant un médecin qui est sorti et dit « mais je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit ». Je n'ai pas la capacité d'interagir avec les médecins. Alors demain, est-ce que j'aurai la capacité d'utiliser des outils Internet, d'aller sur Internet et faire réservation pour visite, etc. Donc cette fracture numérique va accentuer les différentiels et les problématiques culturelles et linguistiques qui existent dans ces pays comme dans les autres pays. Alors, quelle est alors, est-ce qu'il y a une solution? En fait, il y a une multitude de solutions. C'est facile de dire, de critiquer les choses. En fait, on est tous quand on travaille un peu dans le secteur de la santé, on devient très fort pour faire de la critique, voire de l'autocritique parfois. Moi, je pense qu'il y a une solution pour moi qui est la plus importante, c'est vraiment de changer d'approche, de changer de paradigme, essayer de se mettre dans une perspective dans laquelle la seule chose qui importe, c'est les patients et sa satisfaction, c'est-à-dire la mesurer. Et en fait, c'est remettre vraiment dans une dynamique des services, de la même manière qu'ils les font des groupes hôteliers, des groupes de restauration, des groupes de... Donc, quand vous êtes dans des métiers dans lesquels vous êtes confronté à une notion de culture des services et des résultats. Et ça commence du premier niveau, d'un niveau qui est celui, je dirais, de l'accueil. Quand vous arrivez dans un hôpital, jusqu'à comment on communique un certain nombre d'éléments aux patients, comment on s'en occupe avant et après. Alors, on dit, bon voilà, mais c'est facile de dire ça. La problématique, c'est qu'on est loin de cette logique, parce qu'on est, et là j'ai fait une autocritique au manager du monde de la santé, au management, qui est très, très loin de cette logique des services. Alors je vous donne une anecdote qui était sympathique, que j'ai utilisé un comité exécutif chez Général de Santé. Un jour, j'étais dans ma voiture et mon fils de 7 ans me demande, en fait, j'étais en train de l'amener à l'école, comme d'habitude j'étais en retard, et il me demande, mais papa, mais c'est quoi ton métier? Alors, j'ai dit rapidement, j'ai dit, écoute, voilà, je m'occupe des patients, bon, pour faire simple. Et il me dit, ah oui, je savais que tu étais un docteur. Parce qu'en plus, il faut savoir que quand on va en Italie en vacances, en Italie, bon, tout le monde vous appelle docteur, et même si vous avez une maîtrise, et parfois si vous avez une cravate, vous êtes docteur. Donc d'ailleurs, mon fils avait toujours dit, ah, tu es docteur, donc il pensait qu'en fait, j'ai soigné les patients, dans le sens que j'étais un docteur. Et je dis, non, en fait, je ne suis pas un docteur. En fait, je m'occupe de gérer des hôpitaux, et au sein duquel on soigne des patients. Et là, il y a un plan, et puis il me dit, mais papa, c'est pas un métier, ça. Et en fait, au fond, il avait raison. C'est-à-dire qu'en fait, les métiers de gérer un hôpital, la gestion d'un hôpital est extrêmement complexe. Ça veut dire c'est l'un des métiers les plus compliqués, être directeur d'hôpital. Et moi, je rends hommage à ceux qui le font au quotidien, parce que c'est entre les médecins, les syndicats, les patients, les autorités de tutelle, l'actionnaire, en fait, ou l'administration, c'est vraiment extrêmement complexe. Mais en fait, on s'est transformé dans des gestionnaires des moyens pour soigner des patients. Et donc, en fait, d'autant plus, et ça c'est vrai dans le public comme dans le privé, alors dans le privé c'est encore plus vrai parce qu'on est en fait dans un métier qu'on dit du B2B, c'est-à-dire qu'en fait notre client, c'est les médecins. Historiquement, on mettait à la disposition des médecins
des plateaux techniques ou l'organisation pour soigner leurs patients. Mais en fait, les métiers en tant que tels, il a comme objectif indirect l'amélioration de la santé d'un patient. Et donc on n'est pas formé, on n'est pas mesuré, on n'est pas jugé, on n'est pas incité à améliorer les conditions pour les patients. Alors évidemment, on dit tous, on est là pour soigner les patients, on est là pour les soigner bien, donc on met en place des process, des organisations. Ce que je veux dire, c'est que du moment qu'on se met dans une logique, et ça c'est quelque chose qui a développé notamment, j'adore en fait ces œuvres-là, son ouvrage là, à Harvard, le professeur Porter, qui a commencé à dire quelle est la valeur pour un patient, je veux dire, quelle est pour les systèmes. Alors la création de valeur, c'est quoi? Et la création de valeur, c'est l'amélioration de la condition d'un patient et de la santé d'un patient à moindre coût. À moindre coût. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où rentre la logique aussi de la performance économique, qui doit être une performance économique pour les systèmes. Alors, pour que ce soit une performance économique pour les systèmes, ça veut dire que dans notre organisation, dans notre monde, ceci doit produire un résultat pour l'individu et pour la collectivité. Mais pour que ça puisse produire un résultat pour l'individu et pour la collectivité, il faut que les instruments de tarification, d'organisation, de régulation soient adaptés à cette évolution du pas. Et il faut que la formation des professionnels soit aussi orientée vers cette direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médecins, typiquement, n'ont pas vu arriver les virages Internet et la relation avec leurs patients. Et donc aujourd'hui, il faut les former à l'innovation, à la technologie, il faut les former à la communication. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, notamment dans l'hyperspécialisation des professionnels de santé, des formations à la communication. Alors si je reviens maintenant sur l'organisation et sur le système, c'est vrai qu'actuellement, je ne sais pas pour faire des critiques, parce que de toute façon, que ce soit du gouvernement des gauches ou des droites, on en arrive aux mêmes conclusions. Les bouquins commencent sur la citation d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Thomas de Lampedusa dans Les Guépards, qui dit qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Et en fait, c'est le problème de toutes les nouvelles lois qui arrivent l'une après l'autre. Alors, dans la dernière, il y a même les concepts du profit raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, on va se poser la question si un acteur dans le système gagne un profit raisonnable, alors qu'on ne se pose pas la question des années de déficits irresponsables dans le secteur de la santé. Et je pense que la réalité, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'occupe du statut des hôpitaux, on s'occupe de la problématique des syndicats des salariés, des problématiques des médecins, et on a perdu de vue cette problématique principale qui est celle des patients. Voilà, donc ça c'est vraiment quelques mots. Alors, juste un dernier sujet qui, moi, c'est vrai que ça bouleverse beaucoup en fait, c'est que quand je disais que ça va très vite, il y a des implications aussi éthiques et de demain par rapport à je dirais, cette révolution numérique, thérapeutique, du séquençage du génome, etc., qui nous amène dans un monde dans lequel on saura tout sur nous-mêmes et jusqu'où les progrès vont plus vite que les lois, que les comportements des acteurs. Et donc moi, ce qui est un peu effrayant dans tout ça, c'est qu'on risque de pouvoir prendre des décisions sur notre propre santé basées sur des prédictions, sur des idées sur qu'est-ce qui va nous arriver ou sur la pathologie qu'on va avoir dans 20 ans. Et c'est vu, en fait, moi je cite le cas d'Angelina Jolie, l'actrice qui a fait un double mastectomie parce qu'elle avait un pronostic des cancers du sang, alors que, je dirais, demain ça pourrait s'appliquer à d'autres choses. Et on pourrait même arriver à un problème qui se pose dans certains pays, jusqu'à quel point la société va rembourser ou va prendre en charge la santé des individus qui ne se comportent pas d'une certaine manière, ou comment on va effectivement retrouver cette solidarité. Et moi, on sait déjà, en fait, est-ce qu'on passe d'une démocratie sanitaire à une dictature sanitaire? Est-ce qu'on passe dans une logique dans laquelle à qui appartient le corps? Il y a des philosophes avec lesquels je discutais, et il y en a un en particulier qui m'avait effectivement, qui était très intéressant dans ses réflexions, qui est Michel Serres, qui justement, on parlait à qui appartient notre corps finalement. Est-ce que demain, en plus dans des évolutions qui nous viennent des futurs acteurs de la santé mondiaux comme Google,
qui ont plutôt des philosophies transhumanistes ou d'eugénisme. Je le dis sans aucun problème parce que je les crois et je les pense. Je trouve qu'il faut que nous, on soit capables de naviguer par rapport à une évolution du monde dans laquelle notre corps nous appartiendra plus et peut-être appartiendra à la société, voire à une société qui aura la capacité de décider pour nous ou de savoir plus sur nous-mêmes qu'on peut en savoir nous ou notre médecin. Donc voilà, ça c'est vraiment des réflexions un peu plus lointaines, mais pas tant que ça. Ça va très très vite. Et je pense qu'un microchip dans notre corps qui donnera la possibilité à quelqu'un à Mountain View aux États-Unis de savoir tout, c'est pas pour après-demain, c'est pour demain. Voilà, puis je pense que c'est plutôt avoir un échange avec vous, avoir quelques questions, en fait. C'est ce qui est peut-être plus intéressant que tout ça. Donc, tu parlais de est-ce que notre corps nous appartient ou non. Et on a parlé plusieurs fois de la vie de Song Do, tu connais sûrement, en Corée, où les gens sont complètement... j'ai revu ça en Chine, là, à Shenzhen, une société spécialisée, où en fait, ce qu'il y a dans le réfrigérateur est surveillé, la manière dont on mange est surveillée. Le matin, quand vous êtes devant votre miroir, il vous parle de ce qui ne va pas et tout ça. Et en fait, toutes ces informations sont en fait traitées. Et il y a des conseils qui vous sont revenus. Et on n'est pas loin du fait que l'assurance maladie, quelque part, soit liée au bon ou au mauvais comportement par rapport à ces conseils. Donc on suit les conseils, ça va, et si on ne suit pas, on paye plus cher pour être soigné. Voilà. On y est déjà. On y est déjà. Et dans un reportage d'Arte, sur cette ville-là, la dernière interview d'une dame qui était dans la rue, elle disait on est dans une ville où si je voulais tromper mon mari, je ne pourrais pas. Voilà. Elle se sentait complètement surveillée. Donc, elle disait même si je voulais. Donc, c'est quand même une conception de la bonne santé ou de la parfaite santé qui est effectivement à la limite de la démocratie. Oui, en fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que en fait, les niveaux du remboursement par rapport je dirais, au comportement, alors on les voit dans quelque chose qui est similaire. Il y a une assurance auto qui propose d'installer un box sur votre voiture et puis d'avoir un remboursement qui soit dégressif si vous conduisez bien. Une prime d'assurance qui soit dégressive si vous conduisez bien. Donc demain, ça pourrait être la même chose pour la santé. Et moi, je cite en fait un exemple. Il y a eu un courrier de l'assurance maladie qui avait été envoyé à des patients qui souffraient d'insuffisance respiratoire, en demandant des biens utilisés, en fait, c'est conformé aux prescriptions. Et sinon, en fait, il y avait comme sanction le désappareillage des patients. Alors, après, il y a une association qui a effectivement pris cet élément et donc je crois qu'il y a un cours des cassations a été cassé en fait. Mais ça veut dire qu'en fait on y est déjà, bien sûr, et ça c'est en France, c'est pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, on est déjà largement dans une logique si tu te soignes, on te rembourse, si tu te soignes pas, on te rembourse pas. Mais au fond, ça nous choque par rapport à la chaîne de la solidarité qui est à la base de nos valeurs, mais quelque part, quand à un moment, dans une société dans laquelle les moyens sont moindres et qui en fait, on fait tous des efforts collectivement d'un point de vue économique, ça peut aussi choquer de considérer qu'il y a des gens qui en fait ont des comportements qui coûtent très cher à la société. Alors que l'aléa, c'est normal, on est là tous pour cotiser pour l'aléa de manière solidaire, mais pourquoi effectivement on devrait, je dirais, rembourser quelqu'un Donc c'est vrai que conceptuellement, on peut comprendre qu'on peut se poser cette question. Alors moi, évidemment, je considère que c'est une rupture de la chaîne de solidarité,
Mais si vous poussez... En fait, le problème, c'est qu'on est dans un monde dans lequel il n'y avait pas de connaissances suffisantes pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire que l'effet qu'aujourd'hui cette connaissance soit là, l'effet qu'on a des prédictions, l'effet qu'on a une anticipation, une connaissance de tout. D'ailleurs, les principes même de l'assurance, que ce soit de l'assureur public, donc l'assurance maladie, que ce soit de l'assureur privé complémentaire, est basé sur l'aléa. S'il n'y a pas d'aléa, si on sait tout, on sait à la naissance quand tu vas mourir, comment, quelle pathologie tu vas avoir, combien ce qui va coûter, ça change radicalement la relation qu'on a collectivement par rapport à la problématique du remboursement de la maladie. Je ne sais pas si à ta connaissance, il existe des systèmes où le financement des établissements de santé varie en fonction de la façon dont les patients ont perçu leur séjour. Cette notion émergente d'expérience patient qui existe maintenant dans un certain nombre de pays, je ne sais pas si elle a été traduite dans un système de financement plus ou moins important. J'ai en tête, quand j'avais rencontré le directeur de la régie du Québec, qu'il faisait varier les dotations aux services d'urgence en fonction d'enquêtes d'opinion sur la satisfaction des patients qui avaient perçu aux urgences. Je ne sais pas si à ta connaissance il existe ce type de système et si c'est un système que tu vois émerger. D'abord, je suis persuadé que la problématique de la tarification en santé, c'est essentiel pour faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'en fait, ça doit être couplé, bien évidemment, comme je le disais, au fait que les patients reprennent en main leur propre santé et soient ceux qui décident et qui font bouger les choses. Mais je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, j'ai participé à des travaux sur ces sujets à l'Institut Montaigne. On avait même une petite publication qui pour l'instant n'est pas sortie, mais qui avait effectivement comme objectif celui d'analyser quelles étaient les évolutions de la tarification qui puissent nous amener dans cette direction. Alors, il y a des grands experts dans la salle qui ont été à l'origine de l'évolution de la tarification en France, qui aujourd'hui est, en tout cas à l'hôpital, basé sur un système de tarification à l'activité et qui reprend les systèmes d'IAG qui ont été mis en place aux États-Unis il y a 25 ans, 30 ans. Je pense que l'évolution, ça va être vers un système déjà d'intégration, avant de répondre à ta question, d'intégration des éléments, c'est-à-dire que déjà aujourd'hui, les problématiques de l'application de la tarification en santé en France sont beaucoup trop parcellaires, c'est-à-dire qu'en fait, on finance chaque acteur de manière séparée, et donc on ne finance pas de manière groupée et la prise en charge. Ce qui est extrêmement important, parce que si déjà on était dans une logique de tarification groupée, déjà dans des pathologies qui effectivement, comme je le disais, sont chroniques, on remettrait l'importance à la notion d'intégration et des passages d'une étape à l'autre et des coordinations. C'est-à-dire qu'en fait, les coordinateurs de santé, c'est lui qui pourrait faire mieux à moindre coût, parce qu'il aurait la vision de pouvoir intégrer ça. Donc déjà, cette intégration, moi je pense qu'il y a un loupé en France, déjà, de séparer, par exemple, les cliniques privées, les paiements des médecins du côté, les paiements des cliniques de l'autre. Alors si en plus on rajoute, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays, typiquement les systèmes d'IAG en Italie est groupé, et dans d'autres pays, en Allemagne ou dans les pays du Nord. Maintenant, si en plus on rajoutait la rééducation, les visites en amont, et on constituait qu'il y a un épisode des soins, donc on passait déjà d'une tarification à l'activité à une tarification à l'épisode, effectivement, on serait déjà dans une bonne voie. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, il y a des systèmes dans lesquels on est plus loin. Moi, on cite souvent les États-Unis, et après on dit oui, mais les États-Unis c'est différent, c'est plus compliqué, etc., c'est notre culture. En fait, c'est en Suède, que pour moi, ils sont allés très très loin, et ils ont commencé à tester des systèmes qu'on dit des bundle systems, donc des systèmes de tarification à l'épisode, dans lesquels il y avait un bonus-malus sur la base de l'expérience du patient. Alors, à deux niveaux. En fait, c'était testé dans la comté de Stockholm, notamment sur la prothèse des hanches au départ, et puis sur d'autres activités, certes des chirurgies programmées, qui sont plus simples en fait
à regrouper. Mais on est arrivé effectivement à 2 mesures qui sont fournies par les patients par rapport à son expérience. Une qui concerne la partie concernant la période des soins, c'est-à-dire pendant qu'il est dans la période thérapeutique, en fait, à l'hôpital, ou je dirais de l'intervention et post-intervention. Et après, c'est une année après qu'il puisse dire « Oh, j'ai mal », fait un certain nombre un questionnaire. Et sur la base de ces questionnaires, on a un bonus-malus. C'est-à-dire qu'en fait, on nous retire du financement ou on nous rajoute un financement. Alors, il y a des gens qui sont en train de développer à l'échelle mondiale, et notamment il y a un organisme qui s'appelle ICHOM, qui en fait a été développé entre Karolinska Institute, donc des gens qui étaient à l'origine de cette expérience à Stockholm, les BCG, la société de conseil, et Harvard Business School, qui en fait ils ont développé cette association qui a comme objectif celle de développer des standards par rapport à ce qu'on appelle les clinical outcomes, c'est-à-dire en fait comment on mesure la qualité ou les résultats médicaux. Mais cette expérience en Suède, vraiment, donne aux patients, et au départ, effectivement, les professionnels, moi j'ai discuté avec les gens qui ont mis en place ça, ils m'ont dit, les patients, les professionnels de santé, ils étaient un peu ulcérés au départ. Ils disaient, comment un patient peut juger de la qualité de l'intervention? Je dis, oui, d'accord, mais en fait, s'il a mal, s'il boite, s'il a une reprise chirurgicale, s'il a une infection, il est bien capable de le juger. Et donc, vraiment, de remettre les pouvoirs sur la qualité et sur cette performance de la qualité à la main des patients. Alors, le problème, c'est qu'on est très, très loin en France, parce que si on pousse un peu loin l'exemple, en fait, en France, vous soignez quelqu'un bien ou mal, et même très bien ou très mal, vous êtes remboursé de la même manière. Et même, je dirais, les systèmes tels qu'il est structuré aujourd'hui poussent presque à être plus remboursés, parce que si quelqu'un sort avec une infection, revient à l'hôpital, il y a une reprise, et puis il y a d'autres visites, et puis il y a d'autres examens, etc. Chaque examen, chaque visite, etc. est remboursé. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a un travail important qui a été fait sur la certification, sur les process, sur la publication d'un certain nombre de scores, mais il n'y a pas, à ma connaissance en France, même si on en parle de la tarification à la performance ou à la qualité, il n'y a pas de système de bonus-malus, que ce soit déjà sur des indicateurs objectifs, et encore moins sur des indicateurs liés à la satisfaction du patient. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ce que je voudrais savoir, comment fait-on pour travailler et être malade en même temps? Quand on est malade de maladie chronique, on nous dit toujours qu'il faut choisir entre se soigner et travailler. Et est-ce que dans d'autres pays, on arrive à comprendre que des malades travaillent, soient engagés et en même temps veuillent se faire soigner? Parce que chez nous, c'est exactement, on nous dit ça toute la journée. Donc c'est vraiment très embêtant. On peut rentrer pour une semaine pour faire des check-ups 2 fois par an. Ça ne marche pas parce que quand vous parliez tout à l'heure de l'hôpital qui venait autour du malade et pas le malade qui allait... c'est un vrai problème, et surtout quand on travaille. En fait, je pense que la question justement de quelles sont les mesures de la qualité que les patients qu'on peut mettre en place pour un patient, je pense qu'il y a quelque chose même au niveau macroéconomique qui a une importance qui va un peu dans le sens que vous dites, c'est la notion de retour à l'emploi et la notion de... Et quelque part, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que les deux choses sont assez séparées, quelque part. Et donc, est-ce que... et d'ailleurs, moi, je juste fais une petite parenthèse par rapport à ce que vous dites, c'est qu'en fait, les systèmes, en fait, il y a une corrélation des dépenses de santé, je dirais, à la situation économique. Donc, maintenant, c'est clair, c'est prouvé. Je dirais, plus un pays a des moyens financiers, plus un ménage a des moyens financiers, plus il se soigne, et donc en plus avec sûrement un coefficient lié à la confiance qui est lié à ça. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en France, on est passé d'un système dans lequel on est passé de manière assez radicale dans un système dans lequel finalement c'est plutôt à Bercy, donc au ministère des Finances, qui ont repris un moment la santé et les comptes de la santé, parce qu'il y avait un vrai problème structurel et déficit.
Et donc aujourd'hui, les systèmes est presque schizophrène, c'est-à-dire on est passé d'un extrême à l'autre, c'est dans un système dans lequel on soignait sans compter, un système dans lequel on compte avant de les soigner. Et ça a eu une implication avec un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, parce qu'en fait, il y a un gaspillage énorme. Alors, je reviens à cette histoire, effectivement, la question du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit cette corrélation. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se soignent moins, et donc on a fait des économies par rapport au financement de la santé ces dernières années. Alors, cette économie, est-ce qu'elle est liée au fait qu'ils sont mieux soignés? Moi, je suis persuadé que c'est un effet retardé. C'est-à-dire que je pense tout simplement, et on le voit par des gens qui arrivent avec des feuilles de soins anciennes, qui sont de moins en moins, qui se soignent de moins en moins, c'est qu'en fait, quand vous êtes salarié, ou vous êtes indépendant, artisan, etc., se soigner, ça veut dire perdre du temps, perdre le travail, voire risquer de perdre son travail. Donc les gens, ils se soignent moins. Donc parfois, il y a même des personnes qui ne se déclarent pas dans la maladie au travail parce qu'ils ont peur du regard de l'employeur et ils ont peur de perdre leur travail. Alors, et après, il y a toutes les personnes pour lesquelles leur vie dépend de leur temps. Quand vous êtes un commerçant, un artisan, donc vous avez une corrélation directe entre ce que vous gagnez ou ce que vous pourrez fournir pour votre famille et votre temps. S'absenter du travail, ça a un impact. Et ça, je pense que c'est sous-estimé justement dans comment on soigne les gens pour qu'ils retournent plus vite au travail. Et même, typiquement, aujourd'hui en France, vous ne pouvez pas vous faire soigner un samedi, un dimanche, ou faire des examens, parce qu'en fait, on est basé sur un calendrier du travail. Et donc, là aussi, tout est structuré autour des professionnels, de l'hôpital, des syndicats, du système, et non pas du patient. Et on s'est rendu compte, d'ailleurs, nous, on avait imaginé pour dire, mais pourquoi on ne pourrait pas faire tout, parce qu'en fait, il y a un problème économique aussi, qu'il faut faire tourner des blocs opératoires, des hôpitaux, des services, en fait, plus le fait tourner, même les coûts marginaux du soin est plus intéressant, et donc ça permet en fait d'investir plus et de se développer. Mais moi j'ai essayé de voir pourquoi on n'ouvrait pas les blocs opératoires les samedis, les dimanches, parce qu'il n'y a pas de médecin qui veut travailler samedi et dimanche. Alors il y a des pays dans lesquels on fait un IRM la nuit même, et ça tourne 24 heures sur 24, et pourquoi pas? Pourquoi pas pour des gens qui disent je sors du travail et je vais me faire un IRM à 22h ou à 6h du matin ou les samedis ou dimanches. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, je suis assez d'accord avec vous. On sous-estime cette problématique. En fait, santé et travail, ça va dans un autre sens. C'est que le monde de la santé est organisé aujourd'hui beaucoup plus pour les gens qui y travaillent. C'est plutôt dans ce sens-là que santé et travail. Mais surtout, c'est que on ne peut pas. Si on est malade, on ne doit pas travailler. On ne peut pas travailler. On ne peut pas mettre en place. On considère que quand on est malade, on ne doit pas travailler. C'est-à-dire que si vous venez et que vous demandez des aménagements, vous n'êtes pas assez malade. Donc, on ne va pas forcément s'intéresser à vous. Voilà, il faut que vous fassiez un choix. Ou vous êtes malade, ou vous êtes au travail. Mais il y a un certain nombre d'abus aussi en France. Ah oui, non, je parle des maladies chroniques. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais, je parle des maladies chroniques. Je parle pas. J'aurais eu volontiers une observation. Bon, on peut être d'accord sur l'analyse, sur effectivement les changements fondamentaux qui nous attendent. Simplement, c'est paradoxal, c'est un manager du monde de la santé qui porte ce regard. Est-ce que vous avez eu envie, est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler avec des associations, rappelons-le comme on veut, de patients, je n'aime pas trop, de malades, parce que finalement, j'allais dire, il y a une petite minorité qui va mesurer les enjeux, qui saura se mouvoir. Aujourd'hui, la vraie difficulté, les vraies inégalités, c'est qu'il y a des personnes, des malades qui arrivent à se mouvoir dans le système de santé assez bien d'ailleurs, quand on a les bons filons, on se débrouille très bien, et qu'il y a la masse de ceux qui ont beaucoup de mal, et déjà à se mouvoir dans le système tel qu'il est, et à anticiper un changement de système. Et ce sont les mêmes qui vous disaient il y a 10 ans, mais l'hospitalisation à domicile, mais ça veut dire qu'on ne veut plus nous soigner à l'hôpital.
qui ne comprenaient même pas les limites d'un hospitalocentrisme et quelquefois un bénéfice-risque qui n'était pas évident. Hein. Comment on fait pour mobiliser, parce que patient, réveillez-vous, le patient, ce n'est pas un nombre d'individus, c'est un collectif qui doit se réveiller pour avoir justement, par rapport aux professionnels de santé, un certain poids. Alors, d'abord, je vous rejoins sur un sujet, c'est qu'en fait, notre vision qu'on peut en avoir de ceux qui travaillent dans ces mondes est déjà biaisée par les faits qu'en réalité, les mauvaises expériences qu'on a pu avoir ne sont rien par rapport à la réalité du monde de la santé. C'est-à-dire que peut-être une grosse partie des personnes qui sont dans cette salle, mais en général, tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé, ils n'ont jamais pris un rendez-vous chez le médecin. Ils passent un coup de fil, ils ont un copain, ils font pas, en fait, ils sont dirigeants d'un hôpital, etc. Ils n'ont jamais eu des problèmes en arrivant à l'hôpital parce qu'on savait déjà qui ils étaient. Et très souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un monde initié qui, en fait, finalement, n'a pas la réalité de la vie. Même quand il se retrouve dans un lit de l'hôpital, comme je disais tout à l'heure, en réalité, très souvent, ne voit qu'il apprend de l'iceberg, ne voit pas la réalité du patient lambda qui arrive et qui essaye de rentrer dans le système et d'y rester et d'arriver jusqu'au bout. Alors, j'avais maintenant sur l'association patients. Alors, moi je trouve que les associations patients, d'abord, ils font, de manière générale, ils font un travail formidable sur certains sujets. C'est-à-dire qu'en fait, et moi j'ai discuté, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, on était à la NAP avec l'ancien président du CIS, que j'aime beaucoup, et justement on parlait de la problématique de l'expérience patient dans une vision du client, du consommateur, de celui qui a besoin finalement des choses relativement basiques, qu'on s'occupe de lui, qu'on lui répond à ses questions, qu'on lui dise qu'est-ce qui va se passer après. Et alors les associations patients qui sont développées en France, mais dans la plupart des pays, avec des gens qui avaient un esprit militant, dans le bon sens du terme, pour faire avancer très souvent des problématiques des maladies orphelines ou pour faire face à des crises sanitaires. Et donc, en fait, ce sont des gens qui sont, je veux dire, des battants, qui se sont formés dans l'urgence, ou dans des problématiques d'urgence, ou dans des problématiques spécifiques, et qui finalement regardent tout cela presque comme anecdotique. C'est-à-dire que, compte tenu de la problématique qui est la leur, ils les voient comme des éléments banals. C'est-à-dire que quelqu'un ne dise pas bonjour en accueil dans l'hôpital, pour eux, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, il faut faire de la recherche sur maladies orphelines, ou qu'il faut s'occuper des problématiques liées à des crises sanitaires. Et en fait, je pense qu'on est dans un monde dans lequel il ne faut pas essayer non plus de l'organiser. C'est-à-dire qu'en fait, on a passé cette étape-là. Et aujourd'hui, la logique de la planification, de la parole des patients, la logique de la participation dans des droits des usagers, c'est très important pour avoir les éléments de base qui sont nécessaires, mais je pense que ça s'arrête là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de dire, voilà, il y a un appli Internet qui puisse dire qu'on note les médecins. Voilà. Alors, ça va avoir des impacts négatifs et positifs, mais ça va faire bouger les choses. Donc je pense que la réalité, c'est qu'on a tous la capacité, sans être dans des associations, sans être dans une lieu, de dire chaque jour, dans notre capacité d'interagir, de se comporter, de dire non, on n'est pas d'accord, on ne nous convoque pas à 7h les matins pour être opéré à midi, alors que dans tous les hôpitaux et cliniques de France, on continue à faire venir les gens à 7h, parce que quand je réserve au restaurant à 7h, je ne dîne pas à minuit. Et c'est la même logique. C'est une culture des services, c'est la notion de dire. Et donc il faut le pousser dans cette logique-là, avec les moyens qui sont les moyens numériques, digitaux aujourd'hui. Moi je prends un exemple qu'on avait mis en place sur les services d'urgence. Sur les services d'urgence, on avait dit justement on va être différenciant, on va essayer de promouvoir la notion du service d'urgence. Et en fait, au départ, on l'avait fait dans un esprit marketing, c'est-à-dire on l'a fait pour les patients, pour dire voilà, pour essayer d'avoir améliorer l'expérience patient. Et donc on avait mis en place des montres sur Internet pour savoir combien de temps d'attente vous avez avant d'avoir un interlocuteur, en fait un médecin, qui vous dise qu'est-ce que vous avez, et puis rentrer dans le système. Et donc on avait des temps d'attente extrêmement bas. Et au départ, ça c'était fait justement vis-à-vis du patient. Et on avait sous-estimé
l'impact qu'il pouvait avoir sur l'organisation de l'hôpital. Du moment où on a mis en ligne ça, du moment où on a mis visible à tout le monde qu'il y avait 10 minutes d'attente, mais tous les services sont organisés. C'est-à-dire que si on aurait commencé à dire aux médecins, il faut vous organiser de manière différente, il faut travailler comme ça, il faut mettre une personne senior en amont des urgences, etc., on aurait passé un temps fou avec les syndicats, les médecins, etc. Mais vous ne comprenez rien, de toute façon, monsieur Montréal, c'est pas votre boulot, nous on est là pour soigner des patients. Alors que du moment qu'on a dit, bon voilà, on met juste les temps d'attente visibles sur Internet, à l'entrée de l'hôpital, ça bouleversait tout le monde. Donc c'est les pouvoirs, que je dis, c'est les pouvoirs Internet, c'est les pouvoirs du patient, il faut arriver à ça. Quand les gens ils commencent à dire, des médecins venaient nous dire, mais attendez, sur Google, c'est quoi ces commentaires, vous devez me l'enlever. Je dis, mais comment vous l'enlevez? Les gens ils vont sur Google, ils disent, les médecins, etc., sur les blogs, sur tout ça. Donc ça veut dire que ça, et ça c'est sur Internet, mais ça peut être, moi j'ai un gynécologue qui me disait, aujourd'hui, si les 3 personnes que les patients rencontrent avant d'arriver dans mon cabinet, que ce soit à l'accueil, que ce soit dans l'ascenseur, que ce soit devant ma porte, se comportent mal vis-à-vis de ces patients pensent que je suis un mauvais médecin. Donc il y a un changement culturel qui fait que tout le monde peut être acteur, et je suis un peu déçu, justement, des associations de patients qui puissent être là pour faire les travails, comme des associations consommateurs, non pas sur des questions d'argent, mais des questions vraiment d'expérience du patient. Bonsoir, je suis directeur de la stratégie pour une qui s'appelle la Fondation PAC. En fait, 3 questions. Une première, vous évoquez dans votre livre notamment que l'hôpital doit devenir un délivreur de solutions et non plus un délivreur d'actes. J'aurais souhaité que vous illustriez un petit peu ce que vous entendez par là. Une deuxième question concernant la mesure de la qualité perçue, vous développez énormément dans votre livre. Vous évoquez aussi fortement des systèmes qui ont mis en place des modalités de recueil de recommandations de patients. Vous ne détaillez pas énormément, mais c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant, qui se pratique dans l'industrie, un peu moins peut-être dans la santé, et ça a le mérite d'exister, c'est vrai. Est-ce qu'on pouvait un peu creuser? Et je vous ai entendu il y a 2-3 ans, quand vous étiez encore patron de la GDS, dans un congrès, parler un peu de la manière dont vous aviez optimisé les parcours patients en standardisant les prises en charge sur chacune des étapes de prise en charge et du parcours du patient, des professionnels. Est-ce que vous aviez intégré dans ces réflexions-là l'approche empathique que vous prenez dans ce livre, qui est de se dire, voilà, je me mets à la place du patient et comment, au travers de cette standardisation, je me pose la question de quelle information je lui délivre. Voilà. Alors très rapidement, donc, en fait, je pense tout simplement la problématique des actes, des solutions, des services, des coordinations. Il s'impose à nous, je veux dire, ça c'est juste parce que, comme je le disais, il y a une évolution des pathologies qui fait qu'on rentre dans un monde dans lequel l'acte, c'est une succession d'actes ou succession d'éléments qui font la prise en charge. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Alors est-ce que, comme je le disais, la tarification et l'organisation des soins et la coordination de ces soins, c'est mis en place pour pouvoir créer un continuum pour les patients. Je dirais ça, c'est vraiment quelque chose qui est presque une exigence. Alors sur la qualité, alors j'avais juste un truc que je vais vous lire parce que j'aime beaucoup. Je ne me cite pas, je vous le dis tout de suite. Je cite quelqu'un. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui, en fait, c'est pas d'aujourd'hui, la problématique. Ainsi, ils disent que je suis excentrique, puisque je réclame en public que les hôpitaux, s'ils souhaitent s'améliorer, doivent mesurer ce que sont leurs résultats, doivent analyser leurs résultats pour identifier leurs points forts et leurs points faibles, doivent comparer leurs résultats à ceux d'autres hôpitaux et doivent faire bon accueil à la publicité, non seulement de leurs succès, mais aussi de leurs erreurs. De tels avis ne seront pas excentriques d'ici quelques années. Ernst Amory Codman, 1917. Donc en fait, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il faut juste le faire. Alors, il y a des pays dans lesquels on a eu, en fait, et on a les éléments. Nous avons les éléments. La question, c'est avoir le courage de les publier, le courage de les mettre dans chaque hôpital, à un niveau national, tous les indicateurs. Alors, après, il y a une question en termes de management des process des soins, qui est comment on arrive effectivement à synthétiser tout ça par rapport à l'expérience patient.
et non pas seulement les résultats cliniques, etc. Et donc c'est vrai que nous avons testé quelque chose qui est de plus en plus utilisé dans le monde des services et de l'industrie, qui est un score qui s'appelle NPS, donc Net Promoter Score, qui finalement dit, en fait ce sont des théories qui ont été développées par Bain et qui sont en fait mises en place pour essayer de synthétiser, mais finalement, est-ce qu'un consommateur, un client, pourquoi il serait content ou pas content? Et donc c'est très simple, c'est dit voilà, on pose la question, est-ce que vous recommanderiez ces services, cet hôpital, ces médecins, ou ces magasins dans le cas de notre monde? Et donc, en fait, jusqu'à des 0 à 6, en gros, c'est des tracteurs, des 7 et 8, ce sont des neutres, et en fait, 9 et 10, c'est ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc, en fait, et donc on fait une moyenne, et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, on considère qu'une bonne expérience, quelqu'un qui dit oui, bon, bref, c'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment aller, si vous voulez driver une attractivité, développer la marque, les noms de votre service, de votre hôpital, il faut être meilleur, il faut être excellent. C'est-à-dire qu'il faut que les gens sortent et disent « je le recommanderais, c'est top, c'est génial, va là-bas ». Il entend parler quelqu'un dans un café et dit « excusez-moi, si vous avez ce problème, il faut aller là-bas, il faut aller voir ce service, cet hôpital ». Alors, une fois qu'on a fait ça, il y a des questionnaires qui sont en fait des milliers, des millions de questionnaires en France. Les problèmes, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'une fois, et moi je peux vous dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'en fait, on dit à la fin que 90-95 personnes sont satisfaits, mais on ne les utilise pas en termes de management. Alors quand vous avez un système comme ça, les lendemains matin, et notamment on l'a fait dans une maternité, on l'a testé, on avait dit à toutes les personnes à la maternité, les sages-femmes, ils avaient ces scores de la semaine précédente, enfin, du mois précédent, et puis on l'a raccourci en semaine. Et donc ils voient, on fait une réunion les matins, avant de commencer, il dit voilà qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Quand vous allez dans un Apple Store, c'est tous les matins, c'est le morning briefing d'un Apple Store, c'est tous les matins sur l'NPS des clients qui ont été la veille notés, est-ce que je recommanderais ou pas. Donc ça veut dire que vous rentrez dans une dynamique d'amélioration des équipes, des qualités, des prises en charge, d'organisation, basée sur un seul objectif, la recommandation. Est-ce que c'est un bon objectif? Est-ce que c'est pas un bon objectif? Est-ce que c'est les meilleurs dans notre monde? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est déjà simple. C'est vous recommanderez et pourquoi ou pas, je dirais vous recommanderez pas. Donc les commentaires. Donc je pense qu'après on peut utiliser plein d'indicateurs, il y a tous les indicateurs de la question c'est qu'est-ce qu'on a fait, comment on les utilise en management. Alors sur la standardisation pratique, alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques années dans les colloques en question, je dis de manière très modeste, je peux vous dire que une des vraies problématiques dans le monde de la santé, c'est qu'il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'organisation, parce que ça reste un art. Et on a du mal à convaincre les corps médicaux de se mettre autour d'une table et ensemble, eux-mêmes, de déterminer quels sont les protocoles des soins. Donc aujourd'hui, vous êtes soigné de manière différente selon les praticiens, selon l'équipe, selon l'hôpital, et toujours dans le même pays. Alors, est-ce qu'on pourrait faire ça? Déjà, c'est un bon étape. L'empathie, ben, c'est le vrai sujet. C'est le vrai sujet, comme vous dites aujourd'hui. En fait, on est dans un monde d'hyperspécialisation, dans lequel on est arrivé au point où on sait, en fait, les médecins sont de plus en plus des techniciens ou des hyper-techniciens qui n'ont même plus le temps, on l'a vu, d'écouter les patients. Alors, les mêmes jours, il est sorti ces bouquins, il y a quelqu'un beaucoup plus intelligent que moi qui est aux États-Unis a sorti un livre, un chirurgien, un livre qui s'appelle Patient You See Me. Et en fait, c'est vraiment la question centrale, c'est-à-dire quelle est la capacité que nous avons, à commencer par les médecins et les professionnels et ceux qui sont en contact, à avoir une empathie. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'NPS, sur cet indicateur, 90% de la réalité, c'est que les gens ils sont bien soignés ou mal soignés, ils vous donnent des notes 9-10 quand il y a une empathie. Donc en réalité, l'expérience patient est à 90% expliquée par l'expérience qu'il peut avoir dans la relation avec les personnes qu'il rencontre dans son parcours. Donc ça fait un autre lien, parce qu'il y a un type qui m'a dit, quelqu'un qui avait monté justement cette HOP, cette association aux États-Unis, qui m'a dit en fait finalement il y a un triptyque très simple.
vous mettez l'NPS, donc cette expérience patient, vous mettez les indicateurs les meilleurs endroits pour travailler dans les mondes, vous savez, des indicateurs sur la est-ce que les gens ils sont contents au travail, parce que vous ne pouvez pas délivrer une expérience, en fait, de l'empathie si vous-même vous n'êtes pas bien. Il y a des patrons, les fondateurs de Virgin qui disaient, c'est très simple en fait, la culture d'entreprise dans une entreprise, c'était plus il y a quelques jours, la meilleure culture d'entreprise, c'est faire à vos employés ce que vous souhaitez qu'on vous fasse à vous. C'est-à-dire qu'en fait, la relation au sein de l'entreprise, c'est-à-dire la culture du management des relations, des ressources humaines, et le troisième, ce sont les indicateurs cliniques. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous sortez, il y a une batterie d'indicateurs cliniques pour lesquels on voit si la qualité médicale est la bonne. Si vous prenez ces trois éléments-là, vous avez les meilleurs systèmes de santé du monde. Si on prend comme postulat le statut de patient-client, comment vous voyez la gestion de son parcours de santé? On dit qu'aujourd'hui on parle de parcours résidentiel, et quelles pourraient en être les dérives? Pardon, excusez-moi, vous dites aujourd'hui qu'on centralise tout autour des hôpitaux, ouais, par exemple, et qu'à un moment donné, il faudrait peut-être éclater un petit peu tout ça. Donc comment vous voyez la relation du coup du client-patient avec ce système-là? Et quelles sont les dérives possibles de ça? Oui. Si je suis extrémiste, je dirais que c'est la mort de l'hôpital. C'est-à-dire qu'en fait, l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui n'a plus aucun sens. La réalité, c'est que comme il n'y a pas d'alternative, l'hôpital, c'est encore là pendant longtemps. Et j'ajouterais même un élément. J'ai reçu des gens du NHS anglais qui m'avaient posé la question par rapport à comment je voyais les choses en France, etc. Et j'ai dit, la première problématique de la réforme du système, c'est que notamment l'hôpital public est immortel. C'est-à-dire qu'en fait, du moment que vous êtes dans une situation dans laquelle vous savez que vous êtes immortel, vous êtes le directeur d'un hôpital. Bon, qu'est-ce qui se passe? D'abord, vous avez fait tous la même école, c'est juste à Rennes, c'est une très très bonne école, mais je dirais, vous êtes formatés tous plus ou moins de la même manière. Mais en plus, et ça, je dis très honnêtement, il y a des gens qui sont formidables, mais qu'aujourd'hui, quels sont les incitatifs qu'ils ont à faire mieux ou quels sont les risques pour les systèmes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'incitation. Donc déjà, et vous êtes sur un bateau qui va continuer, qui va à la dérive, qui va... C'est pas le moment de parler de bateau à la dérive, mais c'est aujourd'hui, mais voilà, c'est des situations comme ça. Donc déjà, vous êtes immortel. Bon, la réalité, c'est que je pense que par rapport aux besoins des patients aujourd'hui, les structures hospitalières, publiques ou privées, sont inadaptées parce que structurellement, conceptuellement, ne sont plus adaptées par rapport aux besoins. Les besoins des patients sont à la maison, sont en ville, et un peu à l'hôpital, et de moins en moins à l'hôpital. Donc je pense que la réalité, il faudrait beaucoup moins d'hôpitaux, beaucoup moins de cliniques, il faudrait beaucoup plus des centres de santé dans les villes, il faudrait beaucoup plus d'activités de prise en charge et d'organisation à domicile, il faudrait des plateformes, des coordinations des soins, je dirais, informatisées, digitalisées, voilà ce qu'il faut. Donc c'est ça la vraie problématique. Alors aujourd'hui, la balle est malheureusement dans la main des gens qui doivent, pour se réformer, se tuer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la difficulté que nous avons tous, c'est que nous sommes, je veux dire, conceptuellement, tous ces gens qui travaillent dans ces métiers, les vrais problèmes, et je vous le dis même dans l'organisation dans laquelle j'étais, je veux dire, les premiers, en fait, ceux qui étaient les plus réticents au changement, ce n'était pas les personnels, ce n'était pas les médecins. Alors, dans le système public, c'est un peu différent quand même. Mais c'était les dirigeants, c'était les cadres, c'était les personnes qui étaient là et qui, au moment où on lui demandait de faire plus avec moins de moyens, et puis de se réformer, de faire de l'ambulatoire, alors qu'ils avaient des chambres vides, etc., etc. Donc ça veut dire que les systèmes, pour qu'ils puissent se réformer, il faut quelque part qu'ils puissent se tuer pour se réformer. Et c'est les problématiques de beaucoup d'industries aujourd'hui. Est-ce que Uber est en train de tuer les taxis? Peut-être. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Souvent c'est mauvais parce qu'aujourd'hui, ils ne respectent peut-être pas les mêmes réglementations, mais en même temps, quand vous êtes aujourd'hui quelqu'un qui veut prendre un taxi, vous êtes très content, quelqu'un qui vous ouvre la porte, une bouteille d'eau, alors après il ne sait pas conduire, il regarde un téléphone pour savoir où il faut aller, mais ce que je veux dire c'est que parce que c'est la première étape. Merci beaucoup déjà. C'est bon. C'est moi qui te remercie.
C'était vraiment très agréable. Et je crois que ça ne va pas le faire pour le prochain rendez-vous du 10 mai, parce que c'est Jacqueline Hubert qui va venir nous présenter. Oh, elle est formidable, je suis là pour lui poser la question. Je suis aussi critique sur l'hôpital privé que l'hôpital public, parce que je pense que d'ailleurs, il faut arrêter de parler du statut de l'hôpital, mais du résultat pour les patients. Donc que ce soit public ou privé, ce n'est pas le sujet. Voilà, mais en fait, je trouvais que c'était assez complémentaire avec ce que nous a dit Philippot. Et je passe la parole à Emmanuel, qui connaît mieux le sujet que moi, je suis incapable de vous le présenter. Et puis, ce qui est surtout notre hôte invitante aujourd'hui, puisque la Fondation ne fait que le passage. Et un passeur. Merci Jean-François. Merci beaucoup Philippot, parce que c'était un plaisir de t'entendre. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion de saluer des partenaires professionnels qui nous ont construits. Alors, il y en a beaucoup aujourd'hui, puisque c'est un thème santé. Comme vous savez, la Fondation a 3 thématiques, l'architecture, la santé et l'environnement. Mais nous nous sommes construits en santé grâce à des personnes comme toi. Et il y en a beaucoup aujourd'hui que je salue dans la salle, parce qu'il y a beaucoup d'amitiés professionnelles depuis ces nombreuses années, bretonnes, nantaises, parisiennes, enfin voilà, même des concurrents qui sont devenus des amis. Et ça, je salue, enfin vraiment, c'est grâce à vous tous qu'AIA est ce que nous sommes aujourd'hui et que la Fondation a pu se créer. Parce que l'objectif de la Fondation, c'était vraiment d'être prospectif en santé, de justement dépasser notre simple besoin finalement de renouvellement de notre commande, mais d'être un acteur certes modeste, mais d'un acteur en santé. Et donc le patient au cœur des préoccupations, ça nous parle. Ça nous parle à tel point qu'on parle beaucoup d'usage aujourd'hui, beaucoup de co-design, d'une autre façon de voir les choses. Je pense que nous avons aussi à évoluer dans nos pratiques, puisque l'environnement change, il faut que nous puissions évoluer avec. Et donc, après Philippot, nous aurons le plaisir de recevoir Jacqueline Hubert le 10 mai prochain, qui viendra nous parler des GHT. Donc les GHT pour les non-santé, les personnes qui ne sont pas de ce secteur, ce sont les groupements hospitaliers de territoire. C'est une autre façon de voir le territoire, c'est une autre façon de le recomposer, en mettant le patient au cœur de ce territoire, en spécialisant un certain nombre d'établissements. Ce n'est pas une réforme facile, donc je pense qu'elle aura beaucoup à nous dire. Et ça vient faire écho à un thème que porte Jean-François et à un autre éclairage que Jean-François Capeille a amené en prenant la présidence de cette fondation, qui est un éclairage plutôt lié à l'environnement et à ce territoire qui se structure au travers de plusieurs thématiques. Alors certes, la santé en est une, mais la mobilité en est une, les évolutions de la société, de notre environnement au sens le plus large, font écho à ce travail que porte Jacqueline Hubert. Et donc je vous invite, j'espère que vous serez très nombreux, du monde de la santé, mais pas que, parce que ça touche aussi beaucoup nos élus. On va essayer de réunir un certain nombre de politiques. Je pense qu'ils peuvent être force de proposition, ils peuvent soutenir, mais ils peuvent être des grands freins. Donc on va essayer de les mobiliser pour participer à ce débat. Et puis je vous invite, pour conclure ces rendez-vous de la Fondation, à prendre un pot. Alors on est en février, donc c'est pas... mais je vous souhaite au nom d'AIA une très très belle année et je vous invite à prendre un verre ensemble pour clôturer ces rendez-vous. Merci.